Bonjour à tous, c'est Atomis. La vidéo d'aujourd'hui est une vidéo assez spéciale. Vous devez l'entendre partout, mais aujourd'hui c'est vraiment le cas. Cette vidéo fait partie d'un nouveau format que je vais lancer sur la chaîne. Et qui dit nouveau format dit nouveau décor. Je vais donc commencer cette nouvelle série de vidéos par un homme très important dans l'histoire de la chimie. Il est d'ailleurs considéré par beaucoup comme le père de la chimie moderne. Je parle bien évidemment d'Antoine Laurent de Lavoisier. Notre histoire commence en plein siècle des Lumières. Les scientifiques commencent à séparer le prisme de la religion de celui de la science. En 1743, naquit un petit Antoine Laurent. Fils d'un riche avocat parisien, il vit une enfance dans l'opulence, malgré la mort de sa mère lorsqu'il avait 5 ans. Il intègre le collège des 4 Nations, à Paris, lorsqu'il a 11 ans, et il y découvre notamment la chimie, les mathématiques et la botanique. Bon, pour le moment on n'y est pas encore, mais on s'approche petit à petit du domaine qui l'a rendu célèbre. Sauf que pour lui, les sciences ne sont encore qu'un hobby, coûteux en plus. Il part donc faire des études en droit, comme son père. En 1761, Antoine Laurent de Lavoisier intègre la faculté de droit civil et canonique afin d'y obtenir son baccalauréat et sa licence de droit. Il a ainsi pu passer le barreau, mais n'a jamais plaidé aucune affaire. Et comme si le destin le poussait constamment vers les sciences, lors de ses études de droit, il assista fréquemment à des conférences sur les sciences naturelles. Il devint alors un fervent adepte de Pierre Maquet et surtout de son œuvre Dictionnaire de la chimie. Antoine Laurent rédigea également, lors de ses années de droit, je le rappelle, plusieurs essais scientifiques, notamment un sur l'hydratation du gypse qui lui permit de faire plusieurs conférences lors de ses années d'études. Une fois ses diplômes de droit obtenus, il rentra à l'Académie des sciences en tant qu'adjoint chimiste. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le domaine de la recherche en sciences, c'est un domaine qui est très coûteux. Il rentra alors en 1768 à la ferme Générale. Alors la ferme Générale, comme vous devez le savoir, c'est pas une grande ferme. Il s'agissait en fait d'une compagnie instituée par Louis XIV en 1680 qui engageait des fermiers généraux afin de collecter les impôts indirects, les produits de douane ainsi que les produits domaniaux. Ce poste lui permettait donc de s'assurer des fonds conséquents pour ses recherches. En 1771, il épouse la fille de l'un de ses supérieurs, Marianne Pierrette Pauls, qui était alors âgée de 13 ans alors que lui en avait 25. Mais bon, elle n'a pas vraiment perdu au change puisqu'à la base, elle était promise à un homme de 50 ans par son grand-oncle. Avec les années, Marianne devient la collaboratrice scientifique de son mari. Par exemple, elle notait ses résultats, elle lui traduisait les publications étrangères en français dont il avait besoin pour ses recherches, et surtout elle dessinait les illustrations qui apparaissaient dans ses œuvres, dont l'une de ses plus grandes réussites, le traité élémentaire de chimie, qui avait été traduit à l'époque par pas moins de 9 langues, ce qui était vraiment un exploit pour l'époque. En 1791, la ferme Générale ferme. Et oui, c'est juste après la Révolution française, tout ce qui est symbole de royauté est aboli. Lavoisier se consacrera alors entièrement à ses recherches, mais malheureusement, 3 ans plus tard, le 8 mai 1794, Lavoisier ainsi que 26 autres fermiers généraux trouveront la mort sur la guillotine. Une petite anecdote a cependant traversé les siècles, racontant que le président du tribunal, lors de la condamnation de Lavoisier, aurait dit « La République n'a pas besoin de savants ou de chimistes ». Comme je le disais plus tôt, Lavoisier a permis de faire un grand pas dans l'histoire de la chimie, et c'est pour ça que beaucoup de monde le connaissent en tant que père de la chimie moderne. Avant ses travaux, les chimistes tenaient encore beaucoup de l'alchimie du Moyen-Âge, et notamment du traité de phlogistique. Alors le phlogistique, pour faire simple, c'était tout simplement une théorie qui permettait d'expliquer le phénomène de combustion. Il pensait en fait que lorsque quelque chose brûlait, c'est tout simplement qu'il était rempli d'un élément flamme, le phlogiston. Parce qu'évidemment, si les flammes étaient bien réelles et qu'elles faisaient partie de l'élément feu, eh bien un corps qui brûlait mais pourtant était d'un autre élément, comme un élément terre ou air, eh bien il devait forcément avoir un élément feu à l'intérieur de lui, qui pouvait lui permettre de brûler. Et ce serait alors finalement, une fois que ce corps a fini de brûler, qu'il serait alors déphlogistiqué et qu'il nous apparaîtrait sous sa vraie forme. On observait à l'époque que les corps qui étaient complètement brûlés et complètement calcinés n'avaient pas le même poids, ils devenaient plus légers. Ils en ont alors déduit qu'il y avait tout simplement un élément
feu, qui s'évaporait lors de la combustion. Mais du coup, quel rapport avec Lavoisier? Eh bien, en 1772, il effectue des expériences de combustion sur des échantillons de soufre et de phosphore. Mais alors pourquoi ces échantillons en particulier? Tout simplement parce qu'il a remarqué que lors de la combustion de ces échantillons en particulier, eh bien, il y avait un gain de masse et non une perte de masse. Alors qu'on le rappelle, le traité de phlogistique affirmait que l'inverse était impossible. Eh bien, vous l'aurez compris, il vient de mettre à mal l'une des théories scientifiques les plus importantes de son époque. Il écrit également en 1787 la méthode de nomenclature chimique. On passait donc de ça pour l'alchimie à ça pour la chimie moderne. 2 ans plus tard, en 1789, oui, l'année de la Révolution française, il publie son traité élémentaire de chimie qui, aujourd'hui encore, est considéré comme le premier manuel de chimie moderne. Il y décrit ses expériences niant donc la théorie du phlogistique et apportant des arguments en faveur de la loi de conservation de la matière. En 1774, il découvre les travaux de Priestley sur l'ère des phlogistiqués. Il tente alors de reproduire ses expériences. C'est d'ailleurs l'expérience la plus connue de Lavoisier. Il avait pris un matelas, y avait mis plusieurs onces de mercure et avait déposé une cloche au-dessus du col. Alors un matelas, c'est une sorte d'ampoule dont le col est courbé. Au niveau du col du matelas et de la cloche, il avait tout simplement mis du mercure qui permettrait de voir s'il y avait une diminution de volume à l'intérieur de la cloche. Le montage était donc complètement hermétique à l'air extérieur. Il chauffa alors le bas du matelas avec le mercure et au bout de 2 jours, il remarqua des petites particules rouges à la surface du mercure. Mais ce n'était pas tout, il y avait également l'air sous la cloche qui avait diminué, ou si vous préférez, le niveau de mercure qui avait monté dans la cloche, laissant alors seulement 5/6 du volume initial. Il voulut donc tester cet air qui avait diminué de volume et mit une souris dans la cloche. Malheureusement, la mort frappa très vite la souris. Interloqué, il prit alors une bougie allumée et y plaça la cloche. Et immédiatement, la bougie s'éteignit. Il appela alors l'air contenu sous cette cloche azote, tout simplement parce qu'azote ça voulait dire privé de vie ou privatif de vie. Il récupère alors les flocons rouges qui se trouvaient à la surface du mercure et décida de les chauffer à nouveau. Il vit alors une augmentation de volume sous la cloche. Il retenta alors l'expérience de la bougie et il vit que la flamme, au lieu de s'éteindre, était devenue beaucoup plus imposante. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement lors de cette expérience? Eh bien, tout simplement, lorsque Lavoisier a fait chauffer le mercure, le seul oxygène aux alentours était celui de l'air. L'oxygène est donc venu réagir avec le mercure à la surface de ce dernier, pour donner au final de l'oxyde de mercure, qui est, vous vous en doutez, de couleur rouge. Et évidemment, vu que tout l'oxygène y est passé, eh bien, il ne restait plus que l'azote, qui, je le rappelle, n'est pas très conseillé lorsque l'on veut respirer. De plus, avant de réagir, l'oxygène était sous forme gazeuse. Au moment où il passe dans l'oxyde de mercure, il n'y a donc plus l'espace qu'il occupait, le volume de gaz finit forcément par réduire. Mais concernant la deuxième partie de l'expérience, quand le volume de gaz a augmenté et que la flamme de la bougie s'est ravivée, eh bien il y avait tout simplement plus d'oxygène dans l'air. Parce que lorsqu'on chauffe l'oxyde de mercure à une certaine température, il se dissocie en mercure liquide et en oxygène gazeux. Grâce à cette expérience, Lavoisier évoque la loi de conservation de la matière et écrit « Car rien ne se crée ni dans les opérations de l'art ni dans celles de la nature, et l'on peut poser en principe que, dans toute opération, il y ait une égale quantité de matière avant et après l'opération, que la qualité et la quantité des principes est le même, et qu'il n'y a que des changements, des modifications. » Mais on va rester sur rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cette phrase que l'on attribue à Lavoisier est en fait inspirée de Anaxagore de Clazomène. De par cette expérience, Lavoisier découvre la présence de l'azote ainsi que la composition de l'air approximative qu'il évalue à 1/6 d'oxygène et 5/6 d'azote. On a beau être au XVIIIe siècle, on peut quand même applaudir l'exploit, car la composition de l'air qu'il évoque se rapproche quand même beaucoup de la composition qu'on connaît aujourd'hui, soit 80% d'azote et 20% d'oxygène.
D'ailleurs, le terme oxygène ne viendra que quelques années plus tard, en 1778, lorsqu'il démontrera que l'air déphlogistiqué, qui permet la combustion, la flamme qui se ravive, est également une source d'acidité, d'où oxygène, ou en grec oxys, le formeur d'acide. C'est d'ailleurs grâce à ses travaux avec Laplace sur la décomposition de l'eau qu'il montrera que cette molécule est composée d'oxygène et d'hydrogène. Il met alors en évidence une distinction entre les corps purs, l'oxygène et l'hydrogène, et les corps composés, comme l'eau. Lavoisier était un grand scientifique, et ce jusqu'à sa mort sur la guillotine. Je vous ai parlé de sa vie personnelle ainsi que de quelques-uns de ses travaux scientifiques, mais Lavoisier c'était pas seulement un ex-financier reconverti en chimiste. De son vivant, il a également sorti de nombreux ouvrages dans le domaine de l'économie, de l'agronomie ainsi que de la géologie. Concernant son domaine de recherche majeur, eh bien il n'a pas volé son titre de père de la chimie moderne. Il a ainsi permis la transition de l'ère de l'alchimie du Moyen-Âge à la chimie qu'on connaît aujourd'hui. Tout simplement en détruisant l'argumentaire de la théorie du phlogistique, mais également en établissant une nouvelle méthode de nomenclature chimique, que bien évidemment nous utilisons encore aujourd'hui. Mais ses exploits ne s'arrêtent pas là. Il a baptisé deux des éléments les plus importants, que sont l'oxygène et l'hydrogène, mais il a également démontré l'existence des corps composés et des corps purs, et bien d'autres choses encore. Comme à chaque fois, n'oubliez pas les petites questions à la fin de la vidéo. N'hésitez surtout pas à supporter la chaîne en vous abonnant, en mettant la petite cloche et votre meilleur like. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les écrire en commentaire, j'y répondrai forcément. Sur ce, moi je vous laisse. Ciao, et surtout n'oubliez pas, la chimie, c'est la magie d'aujourd'hui.